d'abord lancer les ouvrages dans l'établissement avant d'aller propager la bonne parole à l'extérieur. Ce qu'on fait également avec grand plaisir, hein, mais c'est à tout seigneur, tout honneur. C'est quand même très, très valorisant de lancer l'ouvrage, et notamment cet ouvrage-là, au sein de l'ENSIM. Donc, c'est l'ouvrage que vous avez tous, hein, déjà. Vous ne l'avez pas encore lu peut-être, mais il est là. Engager les bibliothèques dans la transition écologique, dans la collection boîte à outils des presses, sous la direction de Reine Burki, qui est chargée du développement des projets et partenariats et référente développement durable et responsabilité sociétale de l'établissement. Alors, une nouvelle parution dans la collection boîte à outils des presses de l'ENSIP, c'est toujours un événement important pour nous. C'est une grande joie et même une émotion particulière de voir ce soir reconnu à travers ce travail, ce livre attendu. Un travail éditorial remarquable et considérable d'une équipe tout entière. Donc, la coordinatrice de l'ouvrage, les coordinatrices du processus éditorial, maquettistes, assistantes d'édition, contributeurs et contributrices. C'est vraiment un travail d'équipe. Alors, cette collection boîte à outils, qui est dirigée par Catherine Jackson, a fait la preuve de sa capacité à appréhender les enjeux professionnels actuels et à faire valoir la multiplicité des points de vue, des approches, des expériences, des réflexions, des pistes d'action et des partages d'expertise. Et ce numéro 52, déjà, de la boîte à outils, qui est coordonné avec brio par Reine Burki, dresse un état des lieux de la façon dont les bibliothèques peuvent se saisir de l'enjeu de la transition environnementale, qui constitue le défi majeur qui se dresse devant nous tous. Alors, c'est une nécessité éthique, hein, mais également professionnelle. L'ouvrage qui vous est présenté ce soir a été écrit à plusieurs mains et il met en lumière les réflexions, les partages d'expériences de 16 contributrices et contributeurs qui ont pour objectif d'aider les bibliothèques à se saisir de cet enjeu. Au-delà du soutien que l'ENSIB a accordé à cette publication, en tant qu'établissement public et établissement d'enseignement supérieur et de recherche, eh bien, l'établissement s'engage et inscrit les transformations écologiques au cœur de son action de formation, notamment initiale tout au long de la vie, et des éditions et de la recherche. Nous agissons à notre niveau. Alors, bien sûr, comme tout le monde, nous proposons, nous expérimentons. D'ici la fin de l'année 2024, comme tous les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, nous devrons avoir finalisé et avoir fait adopter, y compris par notre conseil d'administration, notre schéma directeur développement durable, responsabilité sociétale, environnementale. Nous avons d'ores et déjà mis en place un programme de travail transversal et participatif qui s'appelle responsabilité sociétale et environnementale. Ça nous sert de base finalement, de socle à notre réflexion. Alors, j'ai eu le plaisir de rencontrer le 5 mai dernier le haut fonctionnaire au développement durable du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Michel Eddy, qui nous a encouragés dans notre méthode et notamment dans l'action que nous tentons de mener en vue de former les personnels des bibliothèques, ou en tout cas de les aider à se former et à s'informer sur ces sujets. Dès 2023, nous avons mis en place un parcours de formation tout au long de la vie, qui est d'ailleurs coordonné par Rennes, hein, et impulsé par Rennes. Ce sont 5 focus donnant lieu à la délivrance de badges, si les personnes le souhaitent. Et toujours sous l'égide de Rennes, à partir de 2024, nous allons proposer un nouveau format de 2 jours en formation continue, avec une approche qui sera ciblée pilotage, pour former finalement les cadres des bibliothèques aux moyens de piloter la transition écologique dans une structure documentaire. Et Rennes va également se charger de coordonner la mise en œuvre du module « Construire l'action publique face à la transition, à l'urgence écologique », dans la formation des élèves conservateurs. Ce module, c'est un des 6 modules du tronc commun piloté par l'Institut national du service public, qui est mis en œuvre dans le cadre de la réforme de la haute fonction publique. Donc, à compter de 2024-2025, les conservateurs stagiaires suivront ce module et il sera coordonné par Rennes. Et puis, ce sont toutes nos formations initiales, hein, qui vont peu à peu intégrer des enseignements à la transition écologique.
Alors, face à ce défi, nous considérons que nous avons un rôle et une responsabilité d'écoles universitaires et d'écoles de services publics pour accompagner les futurs professionnels qui seront en position de responsabilité eux-mêmes à comprendre et à agir sur le monde qui nous entoure. Alors, je remercie chaleureusement Rennes, Natalia Leclerc aussi et Joanna Ouazani du ministère de la Culture qui est à distance avec nous pour leur présence ce soir et pour la présentation de l'ouvrage qu'elles vont nous proposer. Et je voudrais également remercier les 16 contributrices et contributeurs de l'ouvrage pour leur apport précieux. Donc il y a Elisabeth Arquier, Raphaël Batz, Sophie Bobet, Rennes, Marion Casi, Nathalie Clos, Lionel Dujol, Bruno Fouillet, Natalia Leclerc, Vanessa Minaro, Johanna Ouazani, Claire Papillon, Florence Rodriguez, Marin Schaffner, Joachim Schöpfel et Fanny Valenbois. Vous voyez une belle liste de collègues déjà très engagés dans leurs établissements respectifs sur ce sujet. Il y aura de prochaines boîtes à outils, c'est l'occasion de vous le dire déjà, prenez date. Renouveler les médiations du patrimoine en bibliothèque, valoriser la bande dessinée et les mangas en bibliothèque et réinventer la bibliothèque hors les murs. Donc prenez date pour 2024-2025. Je vous remercie encore de votre présence et je nous souhaite une belle soirée pour découvrir cet ouvrage. Place aux échanges et je ne sais à qui je passe la parole, peut-être à Rennes tout de suite. À Florence. À Florence Salanouve. Merci beaucoup Nathalie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Florence Salanouve, directrice de la valorisation de l'ENSIB, donc en charge de la programmation, des éditions, de la bibliothèque de l'ENSIB. C'est pour moi une très grande joie ce soir de vous présenter cet ouvrage publié aux presses de l'ENSIB, Engager les bibliothèques dans la transition écologique. Partager, donner à penser, donner à voir, réfléchir, ce sont les missions qu'on se donne pour ces soirées de lancement, pour ces présentations à la fois en présentiel et sur la chaîne YouTube. Donc c'est un temps pour vous donner envie d'approfondir le livre, de le découvrir en version papier ou bien en ligne. Ce livre, c'est le fruit, comme le disait Nathalie, d'un travail collectif, collaboratif, sur un enjeu au cœur d'une situation sans précédent qu'il faut essayer de regarder en face ensemble. Et pour en parler, nous avons l'immense plaisir d'accueillir 3 invités, la coordinatrice Rennes Burki et les contributrices de l'ouvrage, qui ne sont pas tous là, mais nous avons la chance d'en avoir 2 ici avec nous. Rennes Burki, bonjour. Vous avez été rédactrice en chef du BBF de 2017 à 2021. Depuis, vous occupez le poste de responsable des projets et des partenariats à l'ENSIB. Et vous êtes également, comme le disait Nathalie Marceau-Ramel, référente développement durable et responsabilité sociétale, copilote du projet transversal RSE de l'ENSIB. Vous êtes très investie dans le cadre de la formation initiale et tout au long de la vie, dans le champ de la transition écologique. Et parmi les nombreux projets que vous menez, vous accompagnerez notamment l'intégration du module « Construire l'action publique face à l'urgence écologique » dans le cadre du tronc commun de l'INSP. Johanna Ouazani, bonjour, vous êtes à distance, en visioconférence et je dois dire que vous devrez nous quitter à 18h25. Voilà, nous avons bien noté cet élément-là de notre côté. Vous êtes chargée de mission au ministère de la Culture et vous avez développé un intérêt pour le combat écologique lors de vos études, à travers un mémoire en lettres modernes sur le combat écologique en littérature à la Sorbonne Nouvelle. Votre mémoire de fin d'études de l'ENSIB en tant que conservatrice de bibliothèque accessible en ligne portait sur la responsabilité sociale et environnementale des bibliothèques universitaires, avec l'idée de rapprocher la dimension politique de l'engagement et celle de l'action concrète pour l'écologie. Et vous travaillez actuellement en tant que chargée de mission au ministère de la Culture sur les projets de construction de bibliothèques en lien avec les politiques territoriales. Et vous avez la volonté de porter, c'est ce que vous nous avez dit, un travail de concertation sur la transition écologique et les bibliothèques. Donc bonsoir, j'espère que vous nous entendez bien. Bonsoir, je vous entends très bien, merci. J'espère qu'il en est de même pour vous. Parfait, donc on vous entend parfaitement. Bonsoir Natalia Leclerc, vous êtes actuellement responsable adjointe des services au public au SCD de Lyon 1 et vous êtes membre de la mission développement durable du SCD.
Vous avez été enseignante de lettres et de techniques d'expression dans le secondaire puis dans le supérieur, et notamment en IUT, logistique et transport. Et vous nous avez noté que ce secteur est toujours fortement concerné par des questions de transition écologique. De 2016 à 2020, vous avez occupé le poste de vice-présidente culture et développement durable à l'université UBO à Brest, poste qui a permis la confection d'un schéma directeur DDRS, développement durable et responsabilité sociétale de l'établissement. Vous poursuivez actuellement également une activité de recherche à travers la coordination d'un numéro de revue qui porte sur les approches temporelles du développement durable. Merci à toutes les trois pour votre présence. Et on va, si vous voulez bien, entamer cette présentation d'ouvrage. Ma première question va s'adresser à Reine Burki, qui est la coordinatrice de l'ouvrage. Le verbe engager, s'engager, se conjugue avec le vocable transition écologique. Et je vais vous poser une question tout à fait simple. En quoi les bibliothèques peuvent-elles, doivent-elles jouer un rôle face à l'urgence écologique ? Merci Florence. Vaste question, on peut y apporter plusieurs réponses. Je pense qu'on peut déjà dire qu'elles ont un rôle à la fois social, politique, culturel dans l'engagement dans la transition écologique. Sur le plan politique, je pense que Johanna reviendra peut-être dessus. Les bibliothèques sont des institutions publiques qui portent des politiques publiques, qui s'inscrivent dans des cadres réglementaires. Et à ce titre, elles ont un rôle d'accompagnement de transformation de la société vers une société plus durable et responsable. Je ne vais pas développer là-dessus. Tout ce que font les bibliothèques peuvent contribuer à engager dans la transition écologique. Leur rôle dans l'information, la sélection, l'accès à une information de qualité, structurée, le développement de collections, contribuer au développement d'une littératie écologique. Les bibliothèques sont aussi des lieux d'accueil accessibles, gratuits au public. Donc elles peuvent être des lieux essentiels de sensibilisation et de formation des publics, des lieux d'agentivité aussi, de réflexion collective, de positionnement collectif sur ces enjeux de transition écologique. Elles peuvent aussi s'inscrire dans des territoires avec des politiques locales sur les enjeux de transition écologique, qu'on soit au sein d'universités, et je pense que Natalia pourra aussi parler de son expérience dans ce champ-là, aussi bien que dans des collectivités. Ce sont des exemples qu'on trouve au fur et à mesure des pages de l'ouvrage. Elles peuvent s'inscrire dans des économies sociales et solidaires, des mouvements d'économie circulaire. Je pense à tout ce qui se développe en bibliothèque de l'ordre d'initiatives du type des grénothèques, c'est un exemple qu'on a bien en tête, mais également les initiatives de type vestiaire solidaire, ressourcerie, des lieux de réparabilité, recyclabilité. Là aussi, on a des champs d'action qui sont à la fois participatifs et de mobilisation sociale et citoyenne. Et puis, il y a peut-être aussi un enjeu qui vient moins à l'esprit, mais qui va certainement devenir de plus en plus prégnant, c'est que les bibliothèques peuvent être aussi des lieux de refuge climatique. Quand on est vraiment dans des situations d'urgence, s'inscrire comme des lieux de refuge pour des populations qui sont en situation de vulnérabilité climatique, dans des phases de canicule. S'inscrire dans des schémas de résilience urbaine. On a aujourd'hui des villes qui réfléchissent à des plans d'action, des plans de sauvetage des populations sur des projections à 40, 50 degrés. Là, les bibliothèques bénéficient d'un maillage et d'une identification par les publics sur un territoire et peuvent être peut-être des lieux d'accueil tempérés des publics et des populations. Moi, je réponds très rapidement, mais voilà. Donc, le livre que vous avez coordonné permet de poser un cadre sur cette thématique, donc transition écologique et bibliothèque, l'articulation entre les bibliothèques et la transition écologique, et vous donnez des définitions, des axes de réflexion, des pistes d'action à travers un certain nombre de contributeurs, donc c'est écrit à plusieurs mains. Donc c'est une vision à un instant T, évidemment, qui donnera lieu à des évolutions, évidemment, plus tard, des améliorations, évidemment. En quoi c'est si important de donner à voir non pas une seule vision, mais une vision multiple, et en quoi en fait cette collection, donc le format type de la collection boîte à outils a été intéressante dans le cadre de ce contenu que vous souhaitez mettre en valeur.
je pense qu'un des grands intérêts de cette collection, c'est de proposer des contributions qui sont pragmatiques. On est sur des retours d'expérience, mais qui se croisent aussi avec une certaine réflexivité, voire une ouverture à un débat prospectif sur ces sujets, et tout particulièrement sur ce sujet que nous ne maîtrisons pas, qui n'est pas un sujet de bibliothécaire, spécifique aux bibliothèques. C'est quelque chose qui s'est traduit dans l'ouvrage par la sollicitation des auteurs. On a des auteurs d'horizons variés, professionnels des bibliothèques publiques, de lecture publique, bibliothèques universitaires. Certains auteurs sont aussi issus du champ associatif, d'autres sont chercheurs. Et c'était important, je pense, au sein de cet ouvrage et sur ce sujet, de pouvoir vraiment croiser des discours variés et complémentaires pour éclairer le sujet et ne pas être que sur du retour d'expérience, mais aussi ouvrir à une réflexivité sur le sujet, la façon dont ça renouvelle le positionnement et le modèle des bibliothèques. Quand on regarde le sommaire, et on a mis ici le sommaire avec les grandes parties que vous avez choisies, mises en place, et dans lesquelles les contributeurs et les contributrices ont pu apporter leurs réflexions, qu'est-ce qui était si important en fait? Pourquoi ces 3 parties en tant que telles? Comment vous les avez séquencées? On passe de fonctionner durable à agir responsable. Alors, quelque chose pour aussi éclairer ce sommaire, et le titre, on est sur des verbes d'action. Engager, fonctionner, manager, agir. On est vraiment aussi sur des énoncés qui sont presque une forme de manifeste, et je pense que sur ce sujet, on ne peut pas être neutre, et on est dans une forme d'engagement et qui se traduit dans une immédiateté et l'inscription dans un présent. Il y a une urgence à agir et à agir de façon collective. Sur le sommaire, moi, ce que j'ai souhaité privilégier, c'est la transversalité du sujet dans nos activités. On aurait pu concevoir un sommaire à partir de ce qu'on sait déjà faire. C'est-à-dire un sommaire, on aurait une entrée collection, une entrée publique, une entrée espace, une entrée médiation. On peut décliner à travers toutes ces activités que connaissent bien les bibliothécaires. Mais je pense qu'on serait on serait passé à côté de quelque chose d'essentiel, qui est la transversalité de ce sujet, qui en fait n'est pas une compétence spécifique qu'on pourrait acquérir en tant que telle. On n'acquiert pas une compétence transition écologique. En revanche, on peut monter en compétence et adapter nos savoirs métiers à ce sujet à travers, de façon transversale. Et donc le choix d'adopter cette approche, c'est 3 niveaux, mais ce n'est pas des niveaux, comment dire, il n'y a pas de hiérarchie, c'est plutôt 3 coupes transversales. Fonctionner, manager, agir, c'était vraiment l'idée de montrer comment ce sujet innerve et imprègne nos activités. Fonctionner durable, c'était interroger tout ce qui relève de l'adaptation. Donc, on va y trouver dans cette partie tout ce qui implique la gestion du bâtiment, les questions de sobriété énergétique, de démarche empreinte carbone, mais également questionner nos pratiques numériques. On parle aujourd'hui de numérique responsable. Les bibliothèques sont des lieux de médiation numérique, mais aussi d'usage numérique, y compris dans nos pratiques professionnelles. On va trouver aussi questionner dans cette partie tout ce qui va relever de la conservation préventive, de l'équipement des collections. On est vraiment sur des questions très pratiques, très pragmatiques, d'adaptation de nos activités au quotidien aux enjeux de transition écologique. C'est une partie qui se clôture par un article, par une contribution de Johanna sur les cadres réglementaires et les leviers pour s'inscrire dans cette transition avec une approche sur les dispositifs existants et les feuilles de route des ministères. La deuxième partie, elle est plutôt consacrée aux enjeux de pilotage. Et quand on parle de pilotage, de gouvernance, ça implique également les enjeux de montée en compétence des équipes. Donc on va y retrouver des problématiques d'accompagner le développement de compétences métiers, le développement également de tout ce qui va relever des partenariats, des collaborations, et puis la façon dont ce management environnemental, il faut savoir que la notion de système de management environnemental répond à une norme, c'est vraiment un intitulé en tant que tel, qui est traité d'ailleurs dans l'ouvrage par Sophie Bobet. Et donc là, on a une vision transversale du pilotage et des enjeux de gouvernance, de comment on s'approprie ces questions de transition écologique dans le pilotage et la gouvernance d'un établissement, y compris à l'échelle d'un territoire. Et je termine par la troisième partie.
Agir responsable, alors agir, c'était le terme qui semblait le plus englobant, mais là on va questionner tout ce qui relève des missions, des services des bibliothèques, le développement de collections, l'accueil, la sensibilisation des publics, jusqu'où on sait accueillir, les enjeux d'inclusion. Quand on se retrouve, on parle aujourd'hui beaucoup de bien-être, de care, d'attention à la vie ordinaire, mais également de santé mentale, d'éco-anxiété, jusqu'où on sait accueillir de façon inclusive en bibliothèque. Comment toutes ces questions, ces enjeux de transition écologique nous repositionnent aussi dans nos identités professionnelles et dans nos savoir-faire. C'est aussi ce qui est interrogé dans cette partie. Et puis on aborde également les questions de développement de collection, la façon dont on envisage la médiation, les collaborations. Et on va jusqu'à interroger dans cette partie qui se conclut par un échange avec Marin Schaffner autour des 3 écologies sociales, symboliques et matérielles autour de l'écologie du livre. Je vais m'adresser maintenant à Johanna. Johanna, vous avez soutenu en 2021 un mémoire NCIB qui est, j'évoquais tout à l'heure, qui s'intitulait Responsabilité sociale, sociétale et environnementale des bibliothèques universitaires. Vous défendez l'idée que les bibliothèques sont appelées à jouer un rôle majeur dans la transition écologique, dans leur fonctionnement. En quoi les bibliothèques sont-elles responsables et quels sont leurs rôles à jouer dans la transition écologique? En effet, une des questions que j'ai pu analyser, c'est la façon dont les bibliothèques intègrent les mutations et les évolutions de leur environnement pour continuer à assurer les missions traditionnelles qu'elles ont, et principalement celle de l'accès à l'information pour tous les citoyens, pour tous les habitants d'un territoire, pour tous et toutes. Et en fait, c'est en s'interrogeant continuellement sur leur place, sur leur rôle, et en s'interrogeant de manière évolutive qu'elles peuvent assumer cette nouvelle forme de responsabilité, c'est-à-dire de dire on n'est pas un noyau unique qui n'interagit pas avec son environnement et avec son public, et on doit assumer cette nouvelle responsabilité d'apporter des réponses, d'apporter de la documentation, de permettre un espace de débat pour discuter sur ces questions. Alors effectivement, je parlais de la responsabilité sociale et environnementale, mais comme le disait Reine à l'instant, c'est des questions qui sont vraiment, vraiment liées et qu'on retrouve dans l'ouvrage. Et c'est d'autant plus vrai que, comme le disait Reine, les bibliothèques sont des institutions publiques qui donc interagissent avec la sphère publique, avec les individus, et qui ont cette force, à mon sens, d'être des institutions pérennes dans le temps et qui peuvent apporter des outils évolutifs aux citoyens. Voilà, si je devais aller assez vite sur cette notion de responsabilité. Et on voit d'ailleurs, et je terminerai juste là-dessus, que c'est un vocabulaire qui est de plus en plus employé par toutes les institutions, et même au niveau de l'État, on parle maintenant d'éco-responsabilité. Donc c'est intéressant de voir qu'on a accolé le terme écologie avec celui de la responsabilité pour en faire quelque chose à part entière. Maintenant, vous avez coupé le poste de chargé de mission dotation générale de décentralisation, DGD. Et dans l'article que vous avez écrit, Réglementation et dispositifs pour s'engager dans la transition écologique, vous pointez 2 objets en particulier, les bâtiments d'un côté et la sobriété énergétique de l'autre. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces 2 objets que vous mettez en évidence pour les bibliothèques ? Oui, alors tout d'abord, effectivement, dans l'article, j'aborde ces sujets-là puisque c'est ceux sur lesquels on va avoir des normes qui existent. Et effectivement, il y a plein d'autres dimensions dans la transition écologique qui sont moins normées, et tant mieux. En ce qui concerne le bâtiment, ce qu'il faut retenir, il y a 2 principaux objets. Le premier, c'est celui qui va concerner les constructions. C'est une norme qui s'appelle la RE 2020. Voilà, vous en souviendrez, j'espère. Donc, qui va poser un certain nombre de règles à respecter dans la construction de bâtiments neufs. Et donc, au ministère de la Culture, pour l'instant, seules les bibliothèques sont concernées. Et nous, on a trouvé que c'était une très bonne chose parce que ça va permettre à toutes les villes, toutes les collectivités, aussi les établissements d'enseignement supérieur, d'avoir des repères pour construire des bâtiments qui consomment de l'énergie, qui consomment moins d'énergie, qui sont plus respectueux de leur environnement. Donc ça va être mis en place progressivement. Alors, je peux pas donner de date, mais la transition écologique est en train de finaliser ces modèles. Et la deuxième norme va concerner les rénovations.
Et là, c'est ce qui s'appelle le décret tertiaire. Donc, c'est pour tous les bâtiments de plus de 1000 mètres carrés. Ce sont des normes qui doivent permettre des économies d'énergie substantielles à horizon 2030, 2040, 2050 grâce à des travaux de rénovation. Et là encore, on a des discussions avec le ministère de la Transition écologique pour que les spécificités des bibliothèques soient prises en compte, mais qu'elles aient aussi leur place dans cette norme qui vise quand même à réduire la consommation d'énergie des bâtiments. Concernant la sobriété numérique, j'avais indiqué quelques chiffres. En fait, aujourd'hui, c'est 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre, et les spécialistes estiment que ça atteindra 8% en 2025. Donc, on voit que c'est une augmentation très rapide. Et ce que nous savons aujourd'hui sur le numérique, c'est que la majeure partie de l'empreinte carbone est liée aux terminaux. C'est environ 79-80% des émissions qui sont liées aux terminaux, contre seulement 5% pour les réseaux et une quinzaine pour les centres de données, ce qui sont des idées qu'on n'a pas toujours bien en tête. Et donc, c'est pour ça qu'il faut essayer d'agir avec les services informatiques, sur la façon d'utiliser les terminaux, comme le disait Rennes tout à l'heure, parce il y a à la fois des services qui sont proposés aux usagers, mais il y a également toute la réflexion à avoir sur le fonctionnement même de la bibliothèque. Et donc, c'est pour ça que les bibliothèques développent de plus en plus ou intègrent de plus en plus des plans de sobriété numérique dans leurs services. Et là, c'est une loi de 2015 qui peut interagir sur cet aspect-là, qui est une loi qui oblige les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants à définir des stratégies numériques responsables, donc pour l'ensemble de leurs services. Et là, il faut que les bibliothèques y participent parce qu'elles ont ce rôle à jouer à la fois, on pourrait développer longtemps sur toutes les questions d'inclusion numérique qui viennent se poser, et en même temps d'être responsables dans leur propre consommation et leurs propres usages. Je me tourne maintenant vers Natalia, parce qu'on va passer de la théorie à la pratique, mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce que vous avez un parcours tout à fait intéressant. Je disais tout à l'heure que vous aviez de multiples casquettes, et notamment vous avez une expérience de VP, vice-présidente DDRS à l'université de Brest, Bretagne occidentale. Bretagne occidentale. Ce qui m'a frappé dans votre article, déployer une stratégie DDRS en BU, une démarche transversale et une logique participative, c'est la façon dont vous mettez en valeur les BU. Et vous dites, en fait, le plus grand atout des BU pour la mise en place des actions dans le cadre de la transition écologique, la grande chance des BU, c'est qu'elles sont toutes petites, ça est à taille humaine, à une échelle d'une grandeur tout à fait modérée. Et est-ce que vous pouvez nous apporter un éclairage à ce sujet ? Oui, tout à fait. La question de l'échelle est vraiment importante. Les BU sont, je n'apprends rien à personne, insérées dans un service commun de documentation. Donc c'est un service commun d'université. Elles ne sont pas autonomes, elles sont rattachées à l'établissement auquel elles appartiennent, et de ce fait ont certaines contraintes, employons le terme. Elles ne sont pas libres de toutes leurs décisions. Pour autant, elles constituent des institutions qui ont justement le choix de certaines de leurs stratégies, et de stratégies qui peuvent être justement très intéressantes pour des projets de transition écologique. Donc j'avais en tête trois idées sur lesquelles on pouvait dire quelques mots pour développer ce qui pouvait garantir en quelque sorte la réussite d'un projet DDRS. Je pensais à la planification. Pour moi, c'est vraiment très important qu'une stratégie DDRS soit planifiée aussi bien pour sa lisibilité à l'extérieur que pour sa compréhension par les équipes qui doivent s'approprier le projet. Et pour certaines actions à leur échelle, les BU ont leur stratégie propre, ont toute latitude pour construire leur stratégie. Aussi bien, je vais prendre des exemples très diversifiés qui peuvent sembler peut-être incongrus, mais les BU peuvent décider de postuler pour des financements et installer des garages à vélo pour promouvoir les mobilités douces. Elles ont évidemment la main pour leur programmation culturelle, événementielle, et peuvent mettre en valeur, du
fait qu'elles sont des lieux de culture, de diffusion de savoir, de la culture scientifique et technique, elles peuvent être des lieux de plaidoyer pour la transition écologique. Elles peuvent, si elles le souhaitent, installer des plantes vertes, parce que c'est bon pour le moral d'avoir des plantes vertes autour de soi, voilà, sans demander l'avis de la gouvernance universitaire. Elles sont aussi des lieux où la transversalité, la diversité des missions, comme on sait tous, comme l'a rappelé Rennes, est très importante. Je ne vais évidemment pas revenir sur toutes les missions des BU, mais on peut par exemple mentionner tout le travail que déploient les services à la recherche. Et dans le cadre des schémas directeurs de développement durable des universités, on a un axe lié à la recherche et une sous-section sur l'éthique de la recherche et la science ouverte, qui est un sujet fort important en bibliothèque universitaire actuellement, contribue à ce titre à la qualité de la science et à cet axe d'action. Et une troisième notion qui me tient à cœur, alors je vais peut-être inventer un néologisme, j'ignore si l'incrémentalité existe. Bon, le caractère incrémental de l'action me semble vraiment important, et voilà, justement la taille humaine des bibliothèques universitaires permet cela. Voilà, le caractère disruptif de la transition écologique me semble peu probable. Enfin, la start-up transition n'est pas, à mon avis, le bon modèle. Il me semble que voilà, qu'on l'appelle amélioration continue, ou moi j'ai une préférence pour la notion d'incrémentation, me semble plus intéressant, encore une fois, pour embarquer les équipes avec soi, pour être lisible, pour être efficace, efficient, et pour pouvoir agir sur les leviers sur lesquels on peut agir, puisque, comme je l'évoquais au début, on est un service commun, donc on n'a pas la main sur par exemple, toutes les questions d'achat et de marché public. On n'est pas forcément décisionnaire sur tout dans ce secteur-là. On est obligé de travailler avec la gouvernance de l'université à laquelle on appartient. Mais on peut, sur certains pans de notre action, sur certains segments de notre action, se montrer pilote, se montrer lieu d'expérimentation, montrer l'exemple et embarquer peut-être une communauté plus grande derrière nous. Dans votre article également, vous parlez d'un nouveau narratif à mettre en place dans la façon de raconter l'histoire des bibliothèques, dans la façon le récit doit changer autour de la façon de voir la bibliothèque. C'est ça que vous entendez par un nouveau narratif à mettre en place ? Oui, et plus généralement, un nouveau narratif aussi au sujet justement de cette transition écologique. Il me semble que la transition écologique est un changement culturel. Enfin, c'est un changement d'être au monde, c'est un changement dans nos manières de faire, c'est renoncer à cette bonne vieille litanie d'être maître et possesseur de la nature qu'on a dans les oreilles depuis le XVIIe siècle. Et ces changements peuvent être effrayants. Voilà, peuvent faire peur. On sait que la peur paralyse, empêche l'action. Alors ça n'a rien à voir, mais dans un podcast que j'écoutais l'autre jour, on nous rappelait que Hannah Arendt avait analysé la peur comme un outil politique pour empêcher les citoyens non seulement d'agir, mais même d'avoir une pensée morale. Et on va développer la dimension éthique et morale de la transition écologique, elle est relativement évidente. Voilà, le changement peut faire peur, mais il peut aussi au contraire être souhaitable, être désirable. Et comment rendre ce changement souhaitable ? Est-ce qu'on fait appel à la rationalité de nos interlocuteurs ? Ça peut marcher. Est-ce qu'on fait appel à leur imaginaire ? Est-ce qu'on fait appel à leur représentation ? Voilà, il me semble que le nouveau narratif, c'est cette idée qu'on peut proposer une nouvelle représentation du monde, et cela passe par des choses très concrètes comme nos politiques, donc nos politiques documentaires bien sûr, nos politiques d'accueil. On peut avoir une politique d'accueil par exemple particulièrement inclusive, nos politiques scientifiques, je parlais de la science ouverte tout à l'heure, nos politiques culturelles, voilà, qui sont les déclinaisons pour moi de cette nouvelle manière de se représenter le changement climatique et la transition écologique. Rennes, Johanna, vous souhaitez peut-être réagir par rapport à cette
Moi, je rejoins tout à fait Natalia sur cette projection. Je pense qu'il y a un enjeu aussi pour les bibliothèques d'accompagner ce changement de paradigme dont tu parles et d'accompagner la possibilité d'avoir une nouvelle représentation socio-culturelle de notre environnement, en fait, de notre rapport au monde. Et les bibliothèques ont un rôle à la fois nous-mêmes en tant que professionnels, qu'individus, de progresser, d'arriver à nous projeter là-dedans, mais aussi les bibliothèques ont les moyens socio-culturels, intellectuels d'accompagner cette tradition dans ce que moi j'appelle un saut cognitif et émotionnel, parce qu'il faut bien réaliser que ce changement de paradigme, il n'est pas sans impact sur nos représentations de notre relation au monde. Alors, le mot de représentation et de rapport au monde va nous lancer dans une autre séquence prévue de la table ronde, qui est la séquence des images. Et Johanna, j'ai noté le temps que vous avez donc pour que nous puissions rester dans le timing. Donc, ces 3 images, j'ai demandé à chaque intervenante de choisir une image qui, pour elle, représenter l'ouvrage, la façon dont elles appréhendaient la problématique. Et donc, nous allons commencer par l'image de Johanna, que je vous laisse prendre connaissance et que vous allez nous expliquer. Merci beaucoup. Puis je trouve que ça s'enchaîne très bien avec le partage de Natalia. C'est une illustration d'un dessinateur qui s'appelle Gio. Et pour moi, elle évoquait plusieurs choses intéressantes. La première sur la source, c'est un dessin dans la grande famille des dessins de presse, qui est intégré dans un dossier de médiation qui est proposé par le site internet de l'association Cartooning for Peace, que vous connaissez peut-être, et qui propose un certain nombre de dossiers et d'outils d'éducation aux médias et à l'information. Et ça permettait pour moi de parler de la question de la médiation scientifique et culturelle et de mettre en avant toute la diversité des missions des bibliothèques et la façon dont elles peuvent entrer en cohérence avec le thème de la transition écologique. Et aussi tous les partenariats intéressants qu'elles peuvent nouer avec des acteurs scientifiques, avec des médiateurs, avec des auteurs qui écrivent sur ces sujets. Voilà, ça c'était sur la source. Sur la forme, j'ai choisi quelque chose qui relève plutôt du registre de l'humour, parce qu'il est vrai qu'avec ce type de sujet, voilà, parfois, comme on parlait à l'instant, il peut y avoir des angoisses, il peut y avoir des peurs, et donc c'est aussi un moyen d'essayer de prendre un petit peu de distance, tout en assurant sur le fond, donc c'était le 3e point, un message très clair, qui est celui de l'empreinte carbone, celui avec une référence aux dinosaures et à une fin possible et la mise en péril de la planète, et toute cette question de mesure qui est vraiment au cœur des politiques publiques. Il faut mesurer pour pouvoir réduire. J'ai trouvé que ça faisait une bonne synthèse de la problématique. Nous allons passer à l'image proposée. Alors, on ne voit pas très bien parce que l'image est un petit peu en mauvaise résolution. Mais peut-être ça, c'est l'image choisie par Natalia. Oui. On voit, donc, ce sont les... vous allez nous expliquer. Oui, voilà, c'est l'événement dont vous avez, je pense, toutes et tous entendu parler. Donc, il ne s'agit pas là de commenter ce que ces jeunes femmes, ce que cette association a fait, mais l'image en elle-même. Elle est volontairement, j'ai volontairement choisi cette image pour son caractère dérangeant, quand on a entendu parler de cette action militante, je pense qu'on a tous été un petit peu bousculés pour se positionner, pour justement émettre un jugement. Je pense que c'est difficile de se retenir d'émettre un jugement moral vis-à-vis de ce type d'action, mais je voulais vraiment la montrer pour le jeune âge des militantes. On parlait de bibliothèques universitaires, alors on n'a pas que des jeunes étudiants, mais on a beaucoup de jeunes étudiants, et on a cette question d'un cri de désespoir, quelle que soit la manière dont cette association s'exprime. Je pense qu'on peut quand même
affirmer que c'est un cri de désespoir, de nouvelles manières de se mobiliser. Je trouvais l'image aussi intéressante puisqu'elle montre une atteinte portée à une œuvre du patrimoine, donc du passé. On s'interroge sur les incertitudes liées à l'avenir, donc on a cette tension entre voilà, pour être volontairement provocatrice, à quoi bon garder du patrimoine si notre avenir est de toute façon compromis. J'ai le souvenir aussi que la manière dont ça avait été médiatisé, commenté, était très intéressant. Cette image permet aussi de parler du rôle des médias comme support dans l'action environnementale, la transition écologique. Il y a une association qui s'appelle Quota Climat qui suit de très près la manière dont les médias parlent du climat et dont ils le soutiennent ou au contraire sabotent les projets. Voilà, donc j'assume le caractère un peu polémique de l'image, mais justement, on a dit que les bibliothèques, c'était aussi un lieu de débat, de réflexion, de plaidoyer. Donc, je trouvais ça intéressant de faire bouger un petit peu les lignes. Et nous avons ensuite une image en 2 temps. Oui. Prévoyez donc un premier temps, voilà, et le deuxième temps. On va revenir sur le premier temps et le deuxième temps. Merci beaucoup Camille Serrange, c'est notre collègue. Pour revenir, donc peut-être Rennes. Il faut revenir sur le premier temps. Sur le premier temps. Ça prend du temps. Sur l'image précédente. Voilà, merci. Voilà. C'est le saut dans la transition écologique. On a un temps suspendu. Voilà, on ne sait plus quand on a sauté et quand est-ce qu'on va atterrir. Et il y a une forme de solitude, je pense, quand on commence à prendre conscience de ces enjeux, une forme de sidération aussi, de perte d'appui. Et on est dans cette suspension et cette forme on peut se sentir assez seul. Et je pense que c'est quelque chose qui demande du temps d'assimiler ce changement de paradigme qu'on évoquait tout à l'heure et cette perte de repères. Et c'est pas simple. On parle de solastalgie, c'est un mot que j'ai appris récemment, qui est une forme de deuil de la chose perdue, du monde perdu. Je pense qu'on passe tous par là à un moment donné. Et voilà, c'est pas simple, hein, c'est pas simple à gérer. Et je pense que c'est quelque chose vraiment qui est à inscrire dans un temps long. À la fois sur le plan individuel, mais aussi sur le plan professionnel, c'est pas occulté non plus parce que les bibliothèques, je pense, peuvent être des lieux, par leur fonction mémoire, de construction des savoirs. Elles sont des lieux repères qui peuvent aussi accompagner les publics, les usagers, à comprendre où on est en fait. Où est-ce qu'on est C'est difficile de savoir et là, on est dans une perte de repères. Et on peut passer à l'image suivante. Et dans le même temps, il faut piloter la transition écologique au quotidien en bibliothèque. Alors, j'ai pas trouvé d'image de bobsleigh un peu artisanale avec des dames, donc je m'excuse, il n'y a que des monsieur moustachus sur l'image. Mais j'aimais bien le côté un peu artisanal de leur wagon, là, parce qu'en fait, on apprend en faisant, et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans le livre, l'idée d'expérimenter, de se confronter à un environnement qui peut être parfois hostile. Hein. Il faut savoir gérer les virages. Plus on avance, plus on prend de la vitesse. On a peu d'action sur cette vitesse. Et c'est un travail d'équipe. Et là, on voit bien que l'équipe équilibre. Hein. Tout le monde a un poids sur le chariot et a son rôle. Et c'est ça aussi, piloter la transition écologique, c'est expérimenter, trouver la place, le bon dosage et accepter de ne pas savoir. Parce qu'en fait, on ne maîtrise pas. Et on va apprendre collectivement à se confronter à cette évolution. Vous parliez de virage et je vous avais proposé, parce que j'aimais beaucoup la qualité littéraire du mode d'emploi, de lire les premiers paragraphes. Est-ce que
pouvez nous Alors, lire c'est le texte d'introduction. Le texte d'introduction, on ne voit pas rédigé. l'horizon dans un virage. Avant que Reine ne commence, je vous salue, je vous quitte, je vous remercie et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de soirée. Au revoir. Merci Johanna. beaucoup, Johanna. À bientôt. On ne voit pas l'horizon dans un virage, ce virage, nous y sommes. On peut en revanche mesurer la fonte des glaces, l'épuisement des sols, la disparition des espèces. Que l'on se reporte aux cartographies de l'Anthropocène ou aux données des scientifiques, les chiffres et les courbes objectives ce que l'unité de temps d'une vie humaine peine à percevoir, l'accélération à grande échelle de phénomènes environnementaux liés au réchauffement climatique. Ce virage est en soi une transition dont l'envergure et les interrelations profondes sont totales, systémiques. Plus qu'une crise qui caractérise un changement d'état, il s'agit d'une rupture qui impacte nos modes de fonctionnement, d'organisation et de relation au monde. L'impact est tangible, il questionne l'habitabilité même de notre environnement, il est aussi cognitif et émotionnel. Il interpelle notre capacité à penser notre rapport au vivant, aux autres, à nous-mêmes. Lieu ressource, mais aussi lieu d'accueil, les bibliothèques, comme d'autres institutions ancrées dans le temps long de la conservation et de la mémoire, du savoir et de la transmission, portent en elles comme une évidence la mission tacite d'accompagner notre société dans ces transitions, de contribuer à fournir les moyens culturels, sociaux et symboliques pour s'adapter au changement et lire le monde, mais aussi préserver des espaces-temps pour apprendre, réfléchir, s'informer et agir. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que ça va vous donner envie de lire ce livre. Et peut-être que sans plus attendre, je vais laisser la parole à la salle. Si vous avez des questions, j'en ai encore, mais je... Oui, il a été évoqué un nouveau narratif de la transition écologique. Il y a aussi un nouveau narratif de la bibliothèque qui est à construire. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle forme ça peut prendre et comment ? Je veux bien rebondir, mais je passerai après oui, vous avez tout à fait raison, et je pense que c'est aussi un des défis et un point de vigilance à avoir, c'est de ne pas se lancer dans des actions qui seraient des réponses immédiates, une forme d'adaptation immédiate, sans perdre de vue vers quoi on va, quel est le futur désirable et vers quel modèle de bibliothèque on va. Et je pense que c'est aussi un des grands enjeux de ce que j'appelle pilotage de la transition écologique, de ne pas se créer nos propres angles morts en nous précipitant sur des réponses simplement adaptatives. Moi, je m'engage aussi, vous l'avez dit en introduction, dans des questions de formation et d'accompagnement, de montée en compétences des professionnels. Et je pense que ces montées en compétences avec une approche métier, elles sont indispensables. Mais il y a une autre forme de compétence ou d'aptitude ou de disposition, je ne sais pas quel est le terme, qu'on doit développer, qui est celle d'une forme de réflexion et de compétences qui ne sont pas de l'ordre de compétences métiers et qui sont justement d'arriver à se projeter, à penser un futur et être dans une forme de prospective et voire de rêve aussi, savoir aussi quelle est la bibliothèque de demain et vers quoi on va. Et ça doit être une pensée, je pense, une réflexion qui doit être vraiment collective et sur laquelle, je pense, toute l'interprofession peut se mobiliser. Natalia, sur la question du narratif en bibliothèque. Oui, tout à fait. C'est vrai que la question de la représentation de ce que c'est que notre métier se pose, interroge nos collègues, etc. Et j'avais en tête un peu une sorte de typologie, deux grandes catégories. La première, ce sont les évolutions dans nos actions vraiment au cœur de métier, où on change nos pratiques et où on convie nos collègues à changer de pratiques. Et puis les actions qui ne relèvent pas du cœur de métier bibliothéconomique. Et les freins sont un peu différents selon ces deux typologies. Pour choisir une illustration qui n'a rien à voir avec les bibliothèques, je le fais volontairement, mais je pense que ça parlera à tout le monde. Donc, dans mon ancienne université, on avait
d'assez grands espaces verts, et le jardinier était un agent de la bibliothèque. Ce n'était pas un prestataire extérieur à qui on pouvait imposer un cahier des charges et du coup demander une prestation bien particulière. Il fallait le convaincre de changer sa manière de tondre les espaces verts, puisqu'on sait maintenant qu'une pelouse tondue à ras est redoutable pour la biodiversité. Les insectes ne peuvent pas se développer, ça capte moins bien l'eau. Alors après, de l'eau on en a, mais on a toujours besoin de plus d'eau. Et voilà, donc accompagner le changement pour un collègue agent de l'université dans ce qui fait le cœur de son métier. Pour lui, une bonne pelouse, c'est une pelouse bien tondue à ras. C'était un enjeu managériel en fait de taille. Voilà, donc je vous laisse décliner dans vos contextes professionnels ce type de changement de pratique qui touche au cœur de nos pratiques professionnelles et les difficultés que ça peut engendrer, le défi que ça représente. Et dans l'autre catégorie d'actions, ce serait les actions, voilà, tout ce que tu mentionnais aussi tout à l'heure, Rennes, la prise en compte de la santé mentale de nos usagers, les aspects sociaux, solidaires. La question se pose systématiquement, est-ce à nous de faire ça? Est-ce que c'est notre métier? Donc on revient quand même à l'identité métier, mais la difficulté pour ces actions est légèrement différente, puisque ce sont des tâches qui, somme toute, viennent en plus. Donc on a aussi un enjeu managériel, bien sûr, de comment on valorise cet investissement des collègues, comment ça s'articule avec la sacro-sainte fiche de poste, etc. Mais au-delà de l'enjeu managériel, on retombe toujours sur cette question de la représentation. Est-ce à nous donc à nous d'écrire ce nouveau récit de nos métiers? Est-ce que vous avez une autre question? Parce que sur ce sujet du narratif, j'avais noté une citation de Bruno Latour, en fait, le grand penseur de l'écologie politique, dans Où atterrir, il parle justement qu'on ne peut plus se raconter les mêmes histoires, et il avait écrit « Aujourd'hui, le décor, les coulisses, l'arrière-scène, le bâtiment tout entier sont montés sur les planches et disputent aux acteurs le rôle principal. Cela change tous les scripts, suggère d'autres dénouements. Les humains ne sont plus les seuls acteurs, tout en se voyant confier un rôle beaucoup trop important pour eux. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut plus se raconter les mêmes histoires. Le suspense est total. Revenir en arrière, réapprendre les vieilles recettes, regarder d'un autre œil les sagesses millénaires, apprendre des quelques cultures qui n'ont pas encore été modernisées, oui bien sûr, mais sans se bercer d'illusions. » Et en lisant en fait votre texte, j'ai pensé tout de suite en fait à ce texte de Bruno Latour, Où atterrir, que j'avais particulièrement apprécié. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que j'ai encore des questions de mon côté. Bonsoir. Je m'excuse, je n'ai pas lu le livre et donc je ne sais pas le contenu exact. C'est normal, il sort aujourd'hui. Donc Bon, alors, je m'excuse, je vais dire des choses dérangeantes. Je suis professeure documentaliste dans l'éducation nationale et je milite pour un arrêt quasiment total du numérique et puis des livres aussi, tout en étant pourtant tous les jours avec des élèves au CDI. Pour des raisons essentiellement anticoloniales, on va dire. Je ne vais pas être longue, je vous rassure. Je ne sais pas si vous connaissez l'association Systext, qui travaille avec l'UICNN, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. Cette association, depuis 10 ans, dénonce les conditions d'extractivisme graves dans le monde pour fabriquer le numérique ou tout objet, haute technologie. Et donc, peu à peu, j'ai compris petit à petit que tout ordinateur portable, etc., finalement, est responsable de crimes contre l'humanité. Enfin, on le sait au fond, on le sait. Mais loin de nos yeux. Et donc, pour moi, il faut tout arrêter. On ne peut pas se permettre de s'informer ou de se cultiver à travers des objets, que ce soit numérique ou le livre, qui ont participé à la mort d'autres personnes, ou la maladie, ou la destruction de terre, eau, sol, air et rivières, etc. Et on ne peut pas sacraliser le livre, parce que le livre est aussi un objet capitaliste et qui est aussi issu de l'extractivisme. Et à ce moment-là, si on veut continuer à publier des livres, à ce moment-là qu'on assume les pollutions et les exploitations humaines sur nos territoires,
C'est ni ici ni ailleurs. On ne veut pas être intoxiqué par les rivières, nos rivières françaises. On ne voudrait pas mourir d'esclavage moderne, etc. Et bien à ce moment-là, on ne fait pas vivre à d'autres populations dans d'autres pays, essentiellement les pays du Sud, ou les peuples autochtones dans les pays dits développés. Et donc, moi, je voulais nous inviter tous à progressivement arrêter le numérique, qui est une technologie obsolète. Les spécialistes des sciences parlent de technologies zombies qui vont s'arrêter faute de minerais, faute de barrières d'eau aussi, parce qu'il faut des gigantesques quantités d'eau pour fabriquer une petite puce électronique, etc. Du coup, je voulais nous inviter tous à progressivement arrêter, par respect pour les peuples qui sont pillés depuis des siècles, depuis la colonisation, mais maintenant qui sont malades par notre mode de vie, et désacraliser, je m'en excuse, je suis du métier, mais le métier des bibliothèques, moi, dans mon métier, progressivement, j'ai essayé de réduire toute l'empreinte numérique que je peux, réduire aussi l'empreinte papier, tout réduire et faire essentiellement de l'oral avec mes élèves, des contes, des débats, des jeux oraux, des réflexions, et surtout, mon dernier texte, je vous l'enverrai, ça s'appelle « Dans les profondeurs de l'éducation nationale, de l'iceberg éducation nationale ». Et du coup, dans les profondeurs de toute bibliothèque occidentale, il y a de l'exploitation humaine et de la destruction de biodiversité. Donc je vous invite tous à progressivement nous préparer à arrêter. Je m'excuse, j'étais un peu longue. Quelle est votre question? C'est une invitation à tout descendre, une descente énergétique, matérielle, rapide, par respect pour les peuples, et parce que ça va se produire. Vous avez tous connu le rapport au Club de Rome, et tous nos modes de vie, nos bibliothèques sont issus du paysage, des pays du Sud. Enfin, il faut tout arrêter par respect pour les peuples. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être que je peux enchaîner avec des questions. La question des freins qui n'a pas été posée, ou des défis. Je sais que vous en avez plein de freins. Je vous ai freiné pour pas que vous donniez des obstacles dans les premières séquences. Quels sont les freins que vous avez déjà détectés? Est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter à ce sujet? Oui, alors je vais pas forcément trop raconter d'anecdotes, mais je voulais quand même qu'on parle effectivement des freins pour vraiment dédramatiser les réticences qu'il peut y avoir dans les équipes, parmi nos collègues, mais aussi nos usagers qui ne jouent pas le jeu je vais prendre l'exemple, le grand classique de la collecte sélective des déchets, qu'ils réclament à corps et à cri parce que pour eux c'est l'action symbolique, mais qui ne mettent pas les bons déchets dans les bons récipients lorsqu'on leur met des choses à disposition. Mais voilà, je voulais vraiment qu'on est tous très enthousiastes et très motivés pour se mobiliser. La réalité, c'est celle parfois de cette difficulté à changer, de cette difficulté à changer de pratique, à accepter de nouvelles pratiques, etc. Et donc c'était important pour moi qu'on en soit conscient. Mais je voulais aussi évoquer un frein, dans la planification d'un projet de transition. Pas tellement un frein qu'une sorte de mise en non, pas vraiment une mise en garde, mais enfin une petite alerte à avoir. Voilà. Une petite alerte qui serait celle d'envisager les choses dans toute leur complexité. Voilà. Ne pas avoir peur de la complexité dans l'action. Donc là aussi, je vais volontairement prendre un exemple extérieur aux bibliothèques que chacun, en son fort intérieur, pourra décliner dans son contexte professionnel. Donc je reviens à l'exemple de la collecte sélective des déchets, puisque c'est pas que c'est extérieur aux bibliothèques, mais ce n'est pas cœur de métier. Voilà, c'est en ce sens que je prends cet exemple. Donc je me permets de le raconter un petit peu puisque c'est dans mon ancienne université, donc c'est du passé, personne ne se reconnaîtra, etc. Donc c'est très très difficile de mettre en place la collecte sélective des déchets. C'est lié au marché public, donc il faut attendre le renouvellement de marché avant de le mettre en place. Quand on commence à réfléchir à mettre en place une collecte sélective, il faut penser
bien sûr au matériel, avoir les bonnes poubelles de la bonne forme, de la bonne couleur, avec le bon orifice pour que les usagers pensent que si c'est un rectangle étroit, c'est pour du papier, si c'est rond, c'est pour une canette, etc. Où mettons ça? Les questions de sécurité, puisque si on a 4 catégories de poubelles dans un couloir qui est aussi une zone d'évacuation incendie, eh bien on est coincé, on ne peut pas. Ces poubelles, il faut les fixer au sol pour les mêmes raisons de sécurité que j'ai évoquées. Les poubelles à papier, au bout d'une certaine charge, sont trop lourdes pour les agents d'entretien, donc on essaye quand même de les préserver des TMS. Est-ce qu'on a les bonnes corbeilles, les bons chariots, à quelle fréquence on leur demande de le relever pour qu'elles ne se cassent pas les... Oui, je dis elles parce que ce sont souvent des dames, voilà, qu'elles ne se cassent pas les épaules. Donc on a toute une réflexion vraiment complexe à avoir, et un des freins intrinsèques, c'est celui de ne pas envisager la totalité des questions. Et pour donner un exemple de recoin dans lequel on est allé chercher des évolutions pour cette question de la collecte sélective, c'est celui de l'heure de passage de la collecte, puisque les agents d'entretien souvent passent à partir de 4 heures du matin, ont fini leur travail quand nous arrivons. C'est un travail peu valorisé, peu rémunéré, invisible, et donc finalement aller jusqu'au bout de cette démarche de rendre le déchet collectable, valorisable, etc., n'est-ce pas aussi changer les horaires d'intervention des agents d'entretien? Alors en bibliothèque, ce n'est pas évident d'avoir quelqu'un qui fait le ménage lorsque des étudiants étudient, mais peut-être que dans nos bureaux, on peut accepter de voir des agents d'entretien passer et nous côtoyer et être présents aux mêmes heures que nous, et du coup pouvoir dialoguer avec eux, les impliquer dans la démarche. Voilà. Je suis un peu prolixe sur le sujet, mais c'est parce que ça m'a occupé de nombreuses heures. Mais voilà, je voulais vraiment insister sur cette attention à porter à faire un tour d'horizon complet de ce qu'implique un projet, un changement, et l'envisager sous tous ces angles et ne pas le simplifier. Reine, peut-être un défi. Pour compléter, alors, les défis, j'ai déjà parlé de ne pas s'arrêter à des actions purement adaptatives sans avoir une vision globale de là où on veut aller, un futur désirable, comme on dit. Peut-être dans les freins, ne pas ignorer que ça peut être un objet de résistance. La transition écologique, c'est pas une évidence en fait. Il faut s'y acculturer soi-même, ça prend du temps, et puis ça peut être l'objet de réactions aussi, de sidération, de scepticisme, de déni aussi, parce que c'est pas quelque chose qui va de soi, et donc pas occulter que c'est un sujet qui demande de l'attention et des moyens aussi, y compris dans sa mise en œuvre pratique. Est-ce que vous avez une dernière question ? Oui, mais je fais juste pour prolonger sur les freins, et je suis un peu désolée que la collègue qui soit intervenue, on n'ait pas fait réponse en fait, parce que je pense que c'est un très bon exemple de frein qu'on peut avoir dans nos équipes pour les personnes qui travaillent sur le terrain, voilà, à des degrés divers, mais c'est pas inintéressant, parce qu'on travaille beaucoup dans les bibliothèques et les vrais enjeux professionnels, et cette collection les porte beaucoup, on en a pas mal parlé avec Rennes, c'est aussi comment effectivement on acculture des équipes, comment... Voilà, bon, c'est juste un exemple, mais dans les freins, je pensais par exemple à l'équipement, puisqu'il y a eu les crénothèques, et puis les choses dont les collègues se saisissent en premier, c'est vraiment l'équipement, et d'une manière parfois concertée, d'une manière parfois, alors avec beaucoup d'enthousiasme, on va retrouver des mécanismes professionnels qu'on a pu avoir sur d'autres terrains, avec des engagements personnels autour de la transition écologique, et ça pose aussi des questions d'organisation. On a des réseaux en ce moment qui travaillent beaucoup là-dessus, puisque par exemple la Canopée a été un peu pionnière sur ces questions, ainsi que d'autres, ils sont présents dans l'ouvrage, et puis dans la commission ABF qui a été créée, et on voit bien que par exemple pour un certain nombre de catégories C, ça pose vraiment question, parce que on peut faire du déclaratif assez facilement,
ce qu'il y a de plus accessible, peut-être l'équipement, en disant hop, on n'équipe plus, avec des compétences qui ne sont pas vraiment là sur la conservation préventive. Bon, il y a un tas de raisons autour de ça, de requalification, de montée en compétences. Donc voilà, à mon avis, c'est aussi un des freins. Voilà. Et pour répondre à la collègue qui est partie, parce que comme je suis quelqu'un de toujours lent, je mets du temps, sur l'aspect, comment dire, un petit peu peut-être... on emploierait le mot de radical, sans doute aujourd'hui, un petit peu extrême, de plus de bibliothèque, plus de livres, plus de... Ce qui est un petit peu compliqué. Néanmoins, cette collection de littérature professionnelle, et c'est là-dessus que j'espère qu'il y aura d'autres dialogues, c'est que c'est justement des ouvrages qui visent à donner un certain nombre de repères, hein, puisque c'est vraiment une collection qui a plusieurs axes. Et un de ces axes, c'est les enjeux sociétaux, puisque les bibliothèques sont des objets poreux. Et donc, on a beaucoup travaillé sur le sommaire avec Rennes. Et j'ai souhaité aussi introduire, par exemple, l'association l'interprofession, qui est très importante, puisqu'on a pu faire intervenir avec beaucoup de chance Marin Schaffner sur les humanités écologiques, sur l'association qu'il a cofondée, hein, l'association pour l'écologie du livre, en 2000, je crois, 19. Ça, c'est important. Les services régionaux du livre, je pense en particulier à l'agence Normandie de Zell, qui travaillent depuis de nombreuses années avec des commissions importantes sur le livre, mais la lecture, les bibliothèques, les librairies, les éditeurs, et qui est aussi présente dans le livre. On voit aussi l'évolution, par exemple, dans les formations, et on est bien placé ici. Il y avait en 2019, il y avait effectivement le mémoire de Ouazzana, et puis en 2018, on avait un des mémoires qui a eu beaucoup d'écho, hein, quand même, placé sous la direction de Joachim Sopfel sur ces questions-là. Et là, cette année, il y a justement un mémoire, je ne sais plus le titre exact, mais La ruée vers l'or blanc sur le papier, et qui vient bien toucher ces problématiques d'écologie sur le papier, le livre, le prix du papier qui a augmenté, les collections, qui sont la biodiversité, qui sont très importantes. Et on voit bien que donc ça prend des formes. Il y avait aujourd'hui même une journée d'études par Savoie Biblio sur le climat, les bibliothèques et la montagne, et comment la culture et la transition écologique sont à prendre en compte dans ces questionnements. Donc voilà, cet ouvrage, il a été présenté, hein, pour resituer. C'est intéressant de voir comment une thématique infuse dans nos professions. Moi, j'ai présenté ce sujet-là à notre comité éditorial il y a un peu plus de 3 ans. L'accueil a été immédiat, enthousiaste, et on voit comment ça s'est reconstruit avec voilà, la quinzaine d'auteurs présents, et les freins restent, on l'entend, c'est assez saisissant, je trouve, dans la petite audience que nous sommes, d'avoir une collègue documentaliste qui elle-même est tellement émue que c'en est même difficile, et voilà, et je pense que voilà, ça fait beaucoup réfléchir, voilà, et c'est un petit commentaire. Merci beaucoup pour cet apport. Et peut-être que est-ce que c'est le moment de faire des annonces de différentes dates à venir, Rennes, concernant les différentes dates? Peut-être annoncer et remercier l'ARAL et l'ABF Auvergne qui organise une journée. Alors, le titre, je crois, les bibliothèques sont-elles vraiment vertes le 30 novembre à Montbrison. Donc, ils ont eu la gentillesse de me proposer d'intervenir. Et puis, le 12 décembre, la commission Bibliothèque verte de l'ABF organise une journée à la Bibliothèque publique d'information à Paris, où il sera également question de l'ouvrage. Voilà. Je les remercie de nous avoir proposé d'intervenir. Voilà, merci. En tout cas, merci à toutes les deux et toutes les trois de vous être prêtées à ce jeu de questions-réponses, et merci à la salle aussi pour sa participation. Je vous invite vivement à feuilleter, lire, consulter le livre sur toutes les plateformes, sur notre site web de l'ENSIB, sur Open Edition Books, et en commande aussi auprès de notre diffuseur FMSH. Je renouvelle tous mes remerciements à toute l'équipe des éditions, dont on a entendu évidemment Catherine Jackson, qui était sur place, Sylvia Secani, Célestino Avelard. Donc j'ai vu toutes les personnes. Je commence à en citer quelques-uns. Ça va devenir fortement injuste en réalité. Je vous remercie donc notre équipe logistique, informatique, l'équipe de la communication. Merci infiniment à Camille Serrange pour son appui,
Un grand merci à notre directrice Nathalie Marceau-Ramel pour son soutien et son impulsion sur ces sujets. Et merci chaleureusement aux participants et aux participantes. Bonne soirée, à bientôt.